Le 9 mars 1987, dans une zone de travaux routiers à l'ouest de la Harbor Freeway à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, deux automobilistes qui traversent le secteur ralentissent en apercevant quelque chose d'inhabituel sur le bas-côté du chantier. Une forme humaine est étendue là, à même le sol, à demi dissimulée par la poussière et les débris. En s'approchant, il distingue le corps d'une jeune femme allongée sur le dos, les vêtements en désordre, la peau marquée par des traces récentes de violence. Les automobilistes, terrifiés, reculent et l'un d'eux court vers un téléphone public pour prévenir les autorités. Quelques minutes plus tard, des gyrophares percent l'horizon. À leur arrivée, les policiers se penchent sur cette scène encore chaude, sans imaginer que ce corps est le premier d'une série qui s'étendra sur de nombreuses années. À cet instant précis, il ne s'agit pour eux que d'un crime de plus dans un secteur déjà saturé par la violence. Un dossier supplémentaire qui viendra s'ajouter sur une pile déjà trop haute. Mais en ce 9 mars 1987, sans que personne ne le comprenne encore, quelque chose vient de commencer dans le sud de Los Angeles. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire terrifiante, mais vraie, du tueur en série surnommé The Southside Slayer, qui a terrifié la ville de Los Angeles. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Le 8 mars 1987, dans le sud de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, la nuit tombe lentement sur les avenues qui longent la Harbor Freeway. Les lampadaires diffusent une lumière jaune qui se reflète sur l'asphalte humide. Et les motels aux enseignes vacillantes commencent à attirer une clientèle discrète. Diane Johnson, 21 ans, marche le long du trottoir avec cette démarche rapide et assurée de ceux qui connaissent le quartier par cœur. Elle a grandi dans une ville qui n'offre pas beaucoup de secondes chances. Et comme tant d'autres jeunes femmes du secteur, elle navigue entre petits boulots, amis de passage et nuits pas toujours tranquilles. Ce soir-là, l'air est frais et les voitures qui sortent de l'autoroute ralentissent en s'approchant des intersections sombres. Diane parle quelques instants avec un homme qui s'arrête près du trottoir. Rien de l'extérieur ne laisse deviner que cet échange va basculer dans l'horreur. L'homme en question a l'apparence ordinaire de n'importe quel habitant du quartier. Des vêtements simples, une voix calme. Après cet échange, il s'éloigne de la lumière des commerces et marche vers une zone plus isolée, près d'un chantier routier où des travaux sont en cours à l'ouest de la Harbor Freeway. La terre y est retournée. Des plaques de béton attendent d'être fixées et les rubans de sécurité battent faiblement dans l'air nocturne. Et c'est là que l'atmosphère change. Les mots se font plus rares, le ton se durcit. Diane comprend trop tard que l'homme qui l'accompagne n'a pas l'intention de la laisser partir. L'agression est rapide et violente. Elle tente de se débattre, de pousser, de se dégager, mais il est plus fort, plus lourd. Il la plaque au sol entre les débris du chantier. Ses mains se referment autour de son cou avec une détermination glaciale. La lutte s'amoindrit peu à peu. La terre s'imprime dans ses cheveux. La poussière colle à sa peau. L'homme reste au-dessus d'elle jusqu'à ce que tout mouvement cesse. Puis, il se relève, ajuste ses vêtements et s'éloigne vers l'obscurité des rues voisines, laissant derrière lui une jeune femme de 21 ans dont le destin vient de se refermer dans l'indifférence de la nuit urbaine. Le lendemain, des automobilistes découvriront ce que la ville n'a pas vu se produire. Mais en cette nuit du 8 au 9 mars 1987, personne ne sait encore qu'un cycle vient de commencer.
Quand le corps de Diane sera découvert, les enquêteurs chercheront une motivation, une colère, un différend. Ils imagineront un conflit ou une rencontre qui a mal tourné. Mais à ce stade, rien encore ne transparaît. À quelques kilomètres de là, le tueur, lui, ne ressent ni panique, ni remords. Il repasse la scène dans sa mémoire avec froideur, non pas pour se blâmer de son acte, mais pour la revoir, pour en retenir chaque détail. Il sait désormais qu'il peut approcher, prendre et disparaître. Et dans son esprit, une idée commence à germer, lente, insistante. Si personne ne le relie à cette nuit, rien ne l'empêchera de recommencer. Nous sommes maintenant en juin 1987, dans le sud de Los Angeles. 3 mois se sont écoulés depuis la nuit où le corps de Diane Johnson a été laissé sur un chantier, à l'ouest de la Harbor Freeway. La ville a continué d'avancer, et dans les rues autour du quartier de Figueroa, la monotonie du quotidien règne. Elandra Joyce Bunn a 33 ans. Elle connaît ses avenues, ses motels fatigués, ses terrains vagues qui servent de raccourci entre 2 blocs. Sa vie n'a rien d'un long fleuve tranquille. Elle navigue entre difficultés financières, des relations instables et des rencontres pas toujours sûres. Ce soir-là, elle croise un homme qui n'a rien d'exceptionnel, une présence banale qui n'attire pas l'attention. Il s'éloigne des lumières principales, vers une zone où les sacs d'ordures s'accumulent près d'un terrain vague. L'homme parle peu, il observe, il attend le bon moment. L'agression commence brutalement. Elandra tente de se dégager, mais il la frappe au visage avec une violence répétée qui la désoriente. Ses yeux gonflent, sa vue se trouble. Il la pousse au sol entre les déchets et les cartons humides. Il abuse d'elle, puis après avoir fini, ses mains se referment autour de son cou. Elle se bat, ses ongles deviennent des armes, ses jambes se débattent, mais l'homme s'acharne, la tient, appuie jusqu'à ce que son corps perde toute résistance. Quelques heures plus tard, c'est un enfant de 11 ans, Alvin McThomas, qui fait la découverte du corps sans vie d'Elandra. Il pense d'abord à un mannequin de vitrine jeté parmi les ordures, puis il s'approche et comprend. Le corps d'Elandra Bunn gît là, posé sur un tas de déchets. Les policiers arrivent, bouclent les lieux et débutent leur enquête. 2 femmes, en 3 mois, dans le même secteur. Pour les enquêteurs, pour le moment, ce sont 2 dossiers distincts. Pour le tueur, c'est une confirmation. Il a frappé 1 fois, puis 2, et personne ne semble le chercher. En rentrant chez lui, il ne tremble pas. Au contraire, il se sent invincible et invisible. Dans son esprit, une certitude prend forme. Tant que ses cibles seront considérées comme interchangeables, il pourra continuer. Nous sommes maintenant le 29 octobre 1987, près de l'intersection de Grande Avenue et de la 6e rue, dans le sud de Los Angeles. L'automne n'apporte aucun repos aux rues qui longent la Harbor Freeway. Les journées raccourcissent, l'air devient plus frais, mais les nuits restent tout aussi denses. Annette Ernest a 26 ans. Elle connaît les règles non écrites du quartier, les zones à éviter, les visages familiers. Ce soir-là, elle croise un homme qui semble sorti du décor. Ni trop insistant, ni trop effacé, une présence ordinaire, presque banale. Ils échangent quelques mots, puis s'éloignent vers une partie isolée de la rue, là où les lampadaires laissent des intervalles plus sombres entre 2 îlots de lumière. Le tueur a appris. Il ne se précipite pas. Il choisit l'endroit, le moment, l'absence de regard. L'agression survient avec une précision qui ne doit rien au hasard. Il la saisit, la déséquilibre, la force à tomber sur l'asphalte froid. Annette se débat. Ses mains tentent d'arracher celle qui se referme sur son cou, mais le tueur appuie avec constance. Son visage se durcit, ses gestes deviennent mécaniques. Le corps d'Annette sera retrouvé à proximité de la chaussée, comme si on l'avait laissé là, à la frontière entre la vie quotidienne du quartier et une réalité plus sombre que personne ne veut nommer. 3 femmes en moins de 8 mois, 3 scènes dispersées dans le même périmètre. Pour les enquêteurs, les dossiers restent séparés, enfermés dans des classeurs différents. Pour le tueur, chaque nouvelle victime renforce une conviction. Il peut approcher, frapper et disparaître dans la masse anonyme de la ville.
Et tandis que les patrouilles passent près de grandes avenues, il observe, il attend et choisit déjà la suivante. Le 20 janvier 1989, dans une allée près du 9819 South Figueroa Street, à Los Angeles, le corps d'Anita Fishman, 31 ans, est retrouvé appuyé contre une porte d'un garage. La rue est étroite, bordée de petites maisons fatiguées, de clôtures en bois écaillées et de poubelles alignées le long du trottoir. Anita avait elle aussi l'habitude de ces quartiers, des rencontres rapides, des trajets à pied entre deux points de la ville où les visages se croisent sans se retenir. Le tueur l'aborde de la même façon, avec une assurance qui n'éveille pas d'inquiétude. Il s'éloigne vers une allée, là où les regards se raréfient. L'attaque est directe. Il la pousse contre la surface rugueuse du mur, la fait basculer au sol, et ses mains se referment sur son cou avec une fermeté qui ne lui laisse aucune chance. Elle tente de respirer, de se débattre, mais il maintient la pression jusqu'à ce que son corps s'immobilise. Il la laisse derrière cette porte, comme si le bois pouvait la cacher aux yeux du monde. Puis il s'éloigne en remontant Figueroa, fondu dans la circulation. 8 mois plus tard, le 23 septembre 1989, au 8858 South Figueroa Street, près d'un garage détaché d'une maison vacante, c'est le corps de Regina Washington, 27 ans, qui est retrouvé. Elle est enceinte. Le lieu est à l'abandon, les fenêtres sont barricadées, la peinture s'effrite et le garage à l'écart de la rue principale offre un isolement que le tueur recherche désormais avec méthode. Comme pour les autres, il s'approche sans précipitation. Il observe, il évalue, il attend le moment où personne ne viendra interrompre ce qui s'annonce. L'agression est violente, plus longue, marquée par une volonté de dominer. Le corps de Regina est laissé dans ce garage vide. 4 femmes, puis 5. En l'espace de 2 ans et demi, le tueur a parcouru les mêmes rues, les mêmes pâtés de maison, avec une régularité qui ne doit rien au hasard. Dans son esprit, chaque acte efface un peu plus la frontière entre les pulsions et l'habitude. Il ne se considère pas traqué, il se voit intouchable. Et plus il revient dans le quartier de Figueroa, plus il se convainc que personne ne l'arrêtera. À la fin des années 80, dans les bureaux du Los Angeles Police Department, les photos des victimes sont étalées sur des tables, sous des lampes blanches qui écrasent les visages. 5 femmes, même secteur, même cause de la mort, mais des détails qui semblent varier d'une scène à l'autre. Certains détectives évoquent des ressemblances troublantes, d'autres insistent sur les différences. Lieux pas strictement identiques, intervalles irréguliers, profils sociaux qui ne sont pas toujours les mêmes. Dans un sud de Los Angeles submergé par les homicides, il semble plus logique d'imaginer plusieurs agresseurs qu'un seul homme se déplaçant librement dans le même périmètre. Peu à peu, une expression commence à circuler dans les couloirs et dans la presse locale. Southside Slayer. Non pas pour désigner un visage précis, mais une ombre collective, une étiquette fourre-tout qui regroupe des meurtres de femmes vulnérables dans le sud de la ville. Sous ce surnom, on range des dossiers qui ne s'emboîtent pas parfaitement, des crimes commis par des hommes différents, mais que l'on préfère rassembler plutôt que d'admettre l'ampleur du chaos. Certains enquêteurs sont persuadés qu'il y a au moins 2, peut-être 3 tueurs opérant dans le même quartier, profitant des mêmes vulnérabilités, chassant les mêmes cibles. Cette théorie a un effet immédiat. Elle dilue la responsabilité. Au lieu de traquer un seul homme, on cherche plusieurs fantômes. Pendant que les réunions s'enchaînent et que les hypothèses se multiplient, le tueur, lui, continue de marcher sur Figueroa sans que personne ne l'associe à ce surnom qui fait la une. Il entend parler du Southside Slayer. Il comprend que la police imagine une menace dispersée, fragmentée. Et dans cette confusion, il trouve une forme de protection. S'il cherche plusieurs hommes, ils ne regarderont pas assez longtemps le même. Et tant que son visage ne figure sur aucun avis de recherche, il peut continuer à se fondre dans la masse, certain que la ville poursuit une ombre, trop large pour lui donner un nom. Novembre 1992, dans le sud de Los Angeles. Plusieurs années se sont écoulées depuis les derniers meurtres connus.
Pour les enquêteurs, la série semble s'être dissoute dans la masse des dossiers non résolus. Mais le 16 novembre 1992, le corps de Debra Williams, 28 ans, est retrouvé près d'une école élémentaire de la 97e rue. Le lieu est familier, urbain, traversé chaque jour par des groupes d'enfants et des parents. Elle a été étouffée. Un mois plus tard, le 16 décembre 1992, c'est Mary Edward, 42 ans, qui est découverte près d'un motel sur South Figueroa Street. Même mécanisme, même proximité géographique, même vulnérabilité. Le tueur n'a pas disparu. Il a attendu. Le 2 avril 1993, Andrea Triplett, 29 ans, est retrouvée derrière un bâtiment vacant sur Figueroa. Le 16 mai 1993, Desiree Jones, 29 ans, est retrouvée sur Estrella Avenue. À chaque fois, le même schéma se répète. Une approche calme, une agression rapide, des mains qui se referment sur un coup et un corps laissé dans un espace en marge entre la rue et l'oubli. En février 1995, Natalie Price, 31 ans, est retrouvée sur la 80e rue. En novembre 1996, Mildred Bisley, 45 ans, est découverte près de South Broadway, dans des buissons à proximité d'une autoroute. Le 22 février 1997, c'est le corps de Cynthia Annette Johnson, 30 ans, qui vient allonger la liste. Puis le 3 février 1998, Paula Donnell Vance, 38 ans, est retrouvée derrière un commerce vacant. Cette fois, une caméra de surveillance capte une silhouette en arrière-plan, une présence trop floue pour être identifiée, mais suffisante pour laisser une trace. Le 6 avril 1998, Brenda Bryce, 37 ans, est découverte dans des toilettes publiques sur Gladys Avenue. Le tueur frappe encore et encore, parfois à quelques blocs de distance, parfois à des mois d'intervalle, mais toujours dans ce même corridor du sud de la ville. Il a affiné sa méthode, choisi des lieux qui offrent une sortie rapide, laisse les corps dans des espaces où ils seront retrouvés sans que personne ne puisse dire qui les a déposés là. Dans son esprit, chaque nouveau meurtre confirme une même idée. Il n'est pas une exception, il est une présence habituelle dans un paysage que personne ne surveille assez longtemps. Et à mesure que les années passent, il se convainc que son nom ne sera jamais prononcé dans une salle d'interrogatoire. Mais un événement inattendu allait venir rebattre les cartes. Nous sommes maintenant en mars 2002, dans le centre-ville de Los Angeles. Le downtown n'a plus rien à voir avec les rues de Figueroa à la fin des années 80. Mais la misère, elle, n'a pas disparu. Les refuges pour sans-abri sont pleins. Dans l'un de ces refuges, un homme porte un uniforme d'agent de sécurité, une chemise sombre, un écusson, une clé passée à la ceinture. Il contrôle les entrées, surveille les conflits, donne des ordres brefs à ceux qui élèvent la voix. Il a l'air d'un employé modeste qui fait son travail consciencieusement. Un homme ordinaire dans un bâtiment ordinaire. Un soir de ce même mois, cet agent de sécurité approche Maria Martinez, 47 ans. Elle est fragile, comme beaucoup de ceux qui passent par ce lieu. Il lui demande un briquet, une demande simple, presque banale. Elle le regarde, fouille dans ses poches et lui tend l'objet. C'est à ce moment-là que le visage de l'homme se transforme. Sans élever la voix, sans agitation visible, il la saisit par le cou et la force à se déplacer vers un endroit plus isolé du bâtiment. Les portes se referment, les pas des autres résidents s'éloignent dans les couloirs. Ce qui suit ne dure pas quelques minutes. L'agression s'étire. Il la maintient sous contrainte, la menace, lui répète qu'il mettra fin à sa vie si elle ose parler. Il abuse d'elle durant 2 heures environ. Maria survit. Elle sort de cette pièce brisée, mais vivante. Et contre toute attente, elle décide de dénoncer son agresseur. L'homme est immédiatement arrêté. Il nie. Il plaide non coupable. Il tente de se présenter comme une victime d'accusations fausses. Mais les éléments réunis par les enquêteurs sont suffisants. Plus tard en 2002, il est condamné à 8 ans de prison. L'homme est envoyé au Sierra Conservation Center, dans le comté de Tuolumne, une prison au milieu des collines. Dans les jours qui suivent son incarcération, on lui présente une procédure standard.
Depuis début 2000, en Californie, les personnes condamnées pour certains types de crimes doivent fournir un échantillon ADN. C'est une obligation légale. Un technicien lui tend un écouvillon. Il ouvre la bouche, le couteau frotte l'intérieur de sa joue et quelques cellules sont prélevées, étiquetées, envoyées dans une base de données nationale, le CODIS. Pour l'administration pénitentiaire, ce n'est qu'une formalité de plus. Pour l'homme, peut-être rien qu'un geste sans conséquence. Mais à des kilomètres de là, dans des cartons oubliés des archives de la police de Los Angeles, des prélèvements effectués sur des corps abandonnés attendent encore un nom. En septembre 2003, dans des archives oubliées, des boîtes en carton portent encore des dates écrites au marqueur. 1987, 1989, 1992, 1993. Des années où le sud de Los Angeles voyait des corps apparaître régulièrement, puis disparaître dans les statistiques. Sur certaines étagères, il y a des prélèvements conservés comme on conserve un secret, en espérant qu'un jour, peut-être, quelqu'un saura le lire. Et ce jour-là ne ressemble pas à une scène de film. Il n'y a pas de sirène, pas de course-poursuite, juste une salle de laboratoire, des gants en latex, des tubes et des écrans. Quelque part entre les machines, un technicien entre une série de chiffres et de marqueurs génétiques dans un système national, le CODIS. Pour le technicien, ce n'est qu'un protocole, une suite de procédures qui se ressemblent. Mais ce jour-là, quand le résultat apparaît, quand l'algorithme confirme une correspondance, quelque chose se fissure dans la routine. Un nom ne s'affiche pas encore dans le bureau des détectives. D'abord, ce sont des liens. Des correspondances entre un profil ADN récemment enregistré et des prélèvements anciens. Et pas un lien unique, plusieurs. D'un seul coup, des crimes que l'on avait classés séparément commencent à se rassembler comme des pièces d'un même puzzle. Les détectives sont rappelés. On ouvre de nouveaux classeurs. On ressort des photos qui n'avaient pas été regardées depuis des années. On relit des rapports d'autopsie. On compare des lieux. On trace une carte sur un tableau. Figueroa, Grande Avenue, Broadway, Gladys Avenue. Le corridor se dessine et avec lui, une évidence que personne ne voulait admettre. Ce n'était pas une ombre collective. Ce n'était pas un groupe de tueurs confondus par le hasard. Au moins pour une grande partie de ces dossiers, c'était un seul homme, un seul profil, une seule signature biologique, implacable, répétée d'année en année. La police demande des confirmations. On double les tests, on vérifie les chaînes de conservation, on s'assure que les échantillons n'ont pas été mélangés, que rien n'a été contaminé. À chaque fois, la même réponse revient, froide, mathématique, impossible à négocier. C'est lui. Et dans une salle de réunion, quand on transmet enfin l'identité du profil récemment entré dans le CODIS, le moment prend une autre densité. Parce que ce profil n'appartient pas à un fantôme, il appartient à un homme déjà derrière les barreaux. Un homme incarcéré pour une agression commise en 2002. Alors, le nom tombe. Chester DeWayne Turner. À cet instant, ce que les enquêteurs avaient appelé Southside Slayer perd son caractère vague. Ce n'est plus une étiquette, ce n'est plus une rumeur, c'est une identité, un homme réel. Les détectives repartent alors des scènes de crime vers les dossiers carcéraux. Ils rassemblent les dates, les lieux, les rapports. Ils dressent une liste qui n'est plus une hypothèse, une liste qui porte 14 noms, 14 femmes, une décennie entière enfermée dans des classeurs. Chester Turner est alors extrait de sa cellule et interrogé. Au début, il résiste. Il tente de se retrancher derrière les dénis, comme il l'a fait pour l'agression en 2002. Mais face à la science, sa défense ne tient pas longtemps. Il finit par reconnaître son implication dans plusieurs meurtres. Et dès lors, les procureurs engagent la machine judiciaire. Chester DeWayne Turner est inculpé pour une série d'homicides qui ont hanté Los Angeles pendant des années. Et ce qui n'était qu'une succession de dossiers dispersés devient une seule affaire. Mais qui est donc Chester Turner? Il naît le 5 novembre 1966 à Warren, dans l'Arkansas.
Ses parents se séparent alors qu'il est encore enfant, et à l'âge de 5 ans, il quitte l'Arkansas pour Los Angeles avec sa mère. Ce départ n'a rien d'une aventure, c'est un glissement. Un enfant qui change d'horizon sans avoir son mot à dire. À Los Angeles, il grandit dans les écoles publiques de la ville. Il fréquente les établissements du secteur sud, puis entre au Linwood High School et au Locke High School. Il n'y a pas de scène de rupture spectaculaire, pas de porte claquée, juste un désengagement progressif, une absence qui s'installe. À l'adolescence, il n'est pas le garçon le plus remarquable. Il passe entre les groupes, entre les cours, entre les attentes. Au début des années 80, il entre dans l'âge adulte, sans direction claire. Il prend des petits emplois, travaille comme cuisinier et livreur chez Domino's Pizza. Ce métier lui donne une chose importante. Il apprend la ville, les adresses, les rues, les impasses, les zones industrielles. Il sait comment se déplacer sans attirer l'attention. Mais derrière cette apparence de routine, sa vie n'est pas stable. Il reste longtemps chez sa mère, puis part vivre dans l'Utah avant de revenir en Californie. Les années 80 et 90 sont marquées par des incarcérations répétées pour vol et possession de stupéfiants. En 1995, il est arrêté et condamné pour vol de voiture. Le 9 avril 1997, il est à nouveau incarcéré pour agression sur un agent et cruauté envers un animal. Sa vie est un aller-retour entre la rue et la prison, entre les petits délits et les peines courtes, suffisamment longues pour couper les liens, mais pas assez pour reconstruire quoi que ce soit. En 1992, il commence à fréquenter Félicia Collier. Ils ont un enfant ensemble. Au total, il aura 4 enfants de différentes femmes. Après son arrestation, certains seront élevés par sa mère. De l'extérieur, il peut sembler un homme qui se débat avec la pauvreté, avec l'échec, avec les erreurs répétées. Mais à l'intérieur, son combat ne prend pas la forme d'une volonté de s'en sortir. Il se transforme en une frustration qui s'accumule. Chaque échec, chaque humiliation, chaque retour derrière les barreaux ajoute une couche à une colère qui ne trouve pas de cible claire. Il ne se voit pas comme un homme puissant, il se voit comme un homme que personne ne regarde vraiment. Et c'est peut-être là que tout bascule, parce que dans une ville où certaines vies sont déjà en marge, il comprend qu'il existe des personnes encore plus invisibles que lui. Au milieu des années 80, alors qu'il a à peine 20 ans, il marche dans le sud de Los Angeles avec cette connaissance précise du territoire, des habitudes, des faiblesses. Il a vu comment la ville oublie, et un soir, au début du mois de mars 1987, à 20 ans, il repère une jeune femme seule près de la Harbor Freeway. Il l'observe, il évalue la distance, les lumières, les issues. Et pour la première fois, il décide de ne plus subir sa propre vie, mais de prendre celle d'une autre. Et la suite, vous la connaissez. Nous revenons maintenant en 2004, après la correspondance ADN qui a fait trembler les archives de Los Angeles. Le 22 décembre 2004, Chester Turner est présenté devant le tribunal et mis en accusation pour 10 meurtres. Il plaide non coupable. Face aux familles, face aux caméras, il n'est plus un agent de sécurité anonyme, ni un délinquant habitué aux petites peines. Il est désormais l'homme que la police relie à une série d'homicides qui s'étend sur plus d'une décennie. Pendant l'enquête, les détectives ne se contentent pas de relier les dossiers non résolus. Ils revisitent aussi des affaires déjà classées. C'est à ce moment-là qu'ils se penchent sur le cas de David Allen Jones, condamné pour plusieurs meurtres commis en 2012, dont ceux de Debra Williams et Mary Edwards, désormais liés à Turner par ADN. Au lieu d'utiliser ces condamnations pour écarter Turner, les enquêteurs réexaminent les preuves. Ils constatent que le procès de Jones en 1995 s'était appuyé sur des déclarations obtenues sous pression plutôt que sur des analyses génétiques. Le laboratoire criminel du LAPD reprend les scellés avec les techniques ADN modernes. Les résultats ne correspondent pas à Jones. Après 11 ans derrière les barreaux pour des meurtres qu'il n'a pas commis, il est acquitté comme meurtrier et libéré en mars 2004. Il obtiendra plus tard 720 000 $ d'indemnisation. Cette réévaluation renforce encore le dossier contre Turner.
Le 10 mai 2007, Chester Turner est reconnu coupable de 11 meurtres. Le 10 juillet 2007, il est condamné à la peine de mort. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. En février 2011, il est inculpé pour 4 meurtres supplémentaires, ceux de Cynthia Johnson, Elandra Bunn, Mary Edwards et Debra Williams. Les autorités confirmant que l'ADN relie également à ces crimes. Le 19 juin 2014, il est à nouveau reconnu coupable et le 26 juin 2014, une nouvelle condamnation à mort est prononcée. En septembre 2020, la Cour suprême de Californie examine son appel automatique. Le 30 novembre 2020, la Cour annule la condamnation pour le meurtre du bébé à naître de Regina Washington, mais confirme la peine de mort pour les 14 autres victimes. À la sortie de cette vidéo, Chester Turner est incarcéré dans le couloir de la mort à San Quentin State Prison, en attente de son exécution. Et malgré ces condamnations, les enquêteurs estiment qu'il est possible que d'autres victimes n'aient jamais été officiellement reliées à son nom, laissant planer l'idée qu'une partie de son histoire reste encore dans l'ombre. Et les découvertes continuent, puisque le 14 juin 2024, Turner est accusé du meurtre d'Itcha Camp à Salt Lake City, dans l'Utah. Cette affaire ne parle pas seulement d'un homme, elle parle d'une ville qui n'a pas su relier ses propres cicatrices. Pendant plus de 10 ans, des femmes ont disparu dans le même corridor, sur les mêmes trottoirs, entre les mêmes allées. On a parlé d'un surnom, d'une ombre collective. On a imaginé plusieurs tueurs pour expliquer ce que l'on ne parvenait pas à unifier. Pendant ce temps-là, un seul homme marchait librement, convaincu que la confusion était sa meilleure alliée. Cette histoire parle aussi de science, d'un écouvillon passé à l'intérieur d'une joue, d'une obligation administrative qui, des années plus tard, fait tomber un nom sur un écran. Sans l'ADN, Chester Turner serait peut-être resté une pièce perdue au milieu du puzzle. Mais elle parle surtout d'invisibilité, de vies considérées comme marginales, de dossiers qui ne semblaient pas prioritaires. 14 ou 15 femmes officiellement reconnues, peut-être davantage, car les enquêteurs l'ont dit, il est possible que tout n'ait pas été relié. Aujourd'hui, Chester DeWayne Turner attend dans le couloir de la mort à Saint-Quentin. La justice a parlé, mais elle l'a fait après des années d'erreurs, après une condamnation injuste, après une décennie où un homme a testé les limites d'une ville qui ne le regardait pas. La question qui reste n'est pas seulement comment il a pu commettre ces crimes, c'est comment il a pu le faire si longtemps. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes actualités. Tu peux aussi cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent en haut de ton écran. Des histoires tout aussi froides, vertigineuses et réelles, des plongées dans l'esprit de ceux qui ont dépassé toute limite. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.